Bonjour à toutes et tous, je suis Élodie Bardot, fondatrice de la méthode Cohérence et vous écoutez Antinomique. Ce podcast donne la parole à des personnes qui vivent alignées avec elles-mêmes et leurs valeurs dans tous les domaines de leur vie. Chaque épisode est l'occasion de se créer une parenthèse. À la rencontre de femmes et d'hommes qui nous partagent leur expérience, leur prise de conscience et les grandes leçons de vie qui les ont menés vers un alignement profond. Un alignement qui transforme, qui libère et qui mène à un épanouissement global. Émotion, partage, introspection. Mes invités se sont prêtés au jeu avec authenticité et vous allez découvrir toutes ces belles histoires. Et si vous avez envie, vous aussi, d'aligner votre vie à ce qui fait vraiment sens pour vous, je vous invite à découvrir le bilan de vie, l'outil qui révolutionne l'épanouissement sur méthode-cohérence.com. J'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à écouter ces épisodes. Et surtout, n'oubliez pas, l'alignement mène à l'épanouissement. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Ludovic Leroux. Ancien sportif de haut niveau en rugby, coach mental auprès de sportifs d'élite et d'athlètes olympiques, Ludovic s'est progressivement passionné pour un sujet qui nous concerne tous, le fonctionnement de notre système nerveux. Certifié en neurosciences appliquées, il s'est formé à différentes approches en neurobiologie, notamment à la théorie polyvagale développée par Stephen Porges. Il a également été formé par Deborah Dana, l'une des principales spécialistes mondiales de cette approche. Auteur de 3 ouvrages consacrés au système nerveux et à son impact sur notre équilibre de vie, Nerf vague, J'arrête de me limiter grâce aux nerfs vagues et Quand on peut, on veut. Il contribue à rendre accessibles au plus grand nombre les connaissances issues des neurosciences et de la théorie polyvagale. Nous allons parler notamment aujourd'hui d'un sujet qui me touche particulièrement. Pourquoi certaines personnes restent bloquées dans la souffrance comme la dépression, malgré toute leur bonne volonté, et comment notre système nerveux peut devenir un formidable allié sur le chemin de la reconstruction. Bienvenue Ludovic Leroux. Merci Elodie. Je t'en prie. Est-ce que tu veux bien te présenter en quelques minutes? Et je veux savoir qui est l'homme, pas qui est Ouais. le conférencier, auteur. Bah, moi, j'ai toujours été quelqu'un passionné par le sport et en même temps un grand timide. Donc le sport a été pour moi mon moyen d'expression sur les terrains, mais en dehors des terrains, voilà, j'étais quelqu'un plutôt de réservé, timide et je comprenais pas pourquoi. Donc ça a toujours été pour moi une sorte de quête, on va dire. Je me sentais pas important, pas intéressant et finalement c'est seulement à trentaine d'années, quand je me suis intéressé au développement personnel, que j'ai pu commencer à trouver quelques réponses ou au moins me détacher de ça. Donc c'est toujours quelque chose, voilà, qui m'a accompagné depuis tout petit, une sorte de quête, à savoir qui je suis, jusqu'à devenir une quête où aujourd'hui je m'en fous de qui je suis. Et heu et c'est assez particulier parce que, bah, c'est ce dont tu parles, toutes mes formations, qui m'ont permis aujourd'hui un peu de me lâcher la grappe et puis de m'amuser à vivre et d'aimer vivre comme j'ai envie de vivre, en sécurité, en lien avec le monde et donc voilà, les différentes étapes de ma vie où je suis passé du timide insécure à, aujourd'hui, l'homme qui a plein de projets, qui ne sait pas ce qu'il va faire demain, mais en tout cas, il est ravi de se lever chaque jour et de découvrir les surprises de la vie. Je ne peux pas m'empêcher de sourire, j'adore, parce qu'en fait, on entend tellement le développement personnel, c'est le sujet de devenir la meilleure version de Ouais. soi-même. Alors, personnellement, c'est jamais quelque chose que j'ai pu dire à qui que ce soit. Et je suis hyper contente parce que tu as dit ce que ça représente pour moi, c'est se lâcher la grappe en fait. Ouais, non, mais après c'est normal, moi je suis passé par là, hein, je veux dire, tu sais, des fois je me dis: «Ben oui, si je pouvais partager aux gens peut-être une autre façon de voir les choses» et puis je me suis dit: «Mais en même temps, ce qui t'a amené là, c'est aussi de vouloir être la meilleure version de toi-même ou vouloir, je sais pas, être le meilleur ou vouloir, progresser chaque jour», et c'est aussi pour ça que j'ai écrit mon dernier livre là, «Quand on peut, on veut», que j'inverse le process. Parce que finalement, eh bien, il y a beaucoup de gens comme moi, j'étais auparavant, mais qui malgré toute leur bonne volonté, eh ben, on se gâchait la vie en fait, sans se rendre compte, à vouloir être meilleur qu'hier. Ça pouvait insinuer que, bah, je suis jamais assez
Et finalement, si je commençais à dire: «Bon, bah, je suis assez comme ça aujourd'hui. De toute façon, si je suis curieux, si je m'engage, je vais progresser. J'ai pas besoin de me poser de questions. Je me laisse embarquer par cette vie et c'est mon engagement qui me fera progresser et c'est pas le désir ou la volonté de l'être et de vouloir être meilleur». Hein, Mmh. donc c'est vraiment quelque chose, voilà, comme tu dis, dans mon livre, j'en parle, je dis: «Ne cherchez pas à être la meilleure version de vous-même, cherchez à être meilleur dans toutes les versions de vous-même». Voilà, en s'engageant, en faisant des choses, ça marche pas, mais j'y vais et puis je verrai bien ce que ça donne. Ouais, c'est intéressant cette, notion de quête, toi tu avais la tienne, moi j'ai la mienne qui en fait c'était, comment on accède à une vie heureuse, je savais pas ce que Ouais, c'était. ouais, Avec ouais, une bah, oui. dépressive, même moi j'étais, j'avais vraiment ce sujet-là. Moi c'était ça ma quête, hein, c'était pas de Ouais, la meilleure version de moi-même. Comment on mais tu accède à mais une vie, ouais. mais j'ai vécu aussi un peu la même chose que toi, tu sais, je connais pas mon père biologique, ma mère dépressive, Mmh. je me retrouvais à emmener mon petit frère, ma petite sœur, tu sais, dans les cures de sommeil, on dit: «Bah, voilà, c'est maman, bon, elle est pas dans un bon état», et du coup de se dire: «Tiens, comment je peux aussi devenir, comment je peux voir les choses différemment, toi, plutôt que de subir», toi. Tu sais, c'est vraiment ça, de subir le monde et puis, bah, à côté, voilà, cette quête de vouloir être, meilleur donc j'étais un peu entre les 2, toi, un peu la quête comme tu le partages pour toi, en train de vouloir, comment être heureux et comme si le bonheur venait justement de vouloir être meilleur, de vouloir s'améliorer tout le temps jusqu'à un moment donné où tout d'un coup: «Ah ça y est, je vais être heureux, c'est bon». Bah non, ça se termine jamais, donc autant décider tout de suite de l'être avec ce que l'on a et avec ce qu'on peut faire maintenant avec ce que l'on a. Mmh. Complètement. Alors la première chose, c'est que, moi quand je t'ai rencontrée, tu étais déjà, la personne que tu es Ouais. aujourd'hui. Les gens vont comprendre ce que je veux dire. C'est, un showman, parce que moi j'ai quand même découvert quelqu'un d'extrêmement drôle, très à l'aise, à l'oral et autres et là où je suis, complètement bluffée et encore aujourd'hui, parce que moi j'ai pas passé ce cap-là que toi tu as passé. Mmh. C'est que tu m'avais dit: «Mais tu sais, moi je suis un ancien très gros timide». C'était, une terreur pour moi. Personnellement, moi la prise de parole en public, c'est malgré tout ce que j'ai fait, encore une terreur. Donc là, j'ai envie de te dire: «Raconte-nous!» parce que comment c'est possible, en fait? Bah, c'est vrai que, bah, pendant très longtemps, toute mon enfance, de toute façon, mon adolescence, même à l'école, bah, je levais jamais le doigt, je prenais jamais la parole, je disais jamais, ce que je pensais, de peur que les autres, jugent, soient pas d'accord avec moi. Je sais pas, il y a quoi? Il y a 10 ans, je crois que je suis intervenu dans l'entreprise de mon cousin et il a pris la parole en disant, bah, il a beaucoup plus parlé que, les 15 ans dont je l'ai connu, hein, donc s'il parlait une fois par an, c'était waouh, c'était le d'ailleurs, quand je parlais, on m'écoutait pas, donc à un moment donné, j'ai arrêté de parler aussi. J'étais aussi dans une famille, de un peu de grande gueule, donc finalement, j'avais plutôt tendance à prendre ma place au spectacle plutôt que de participer au spectacle et puis, il y a eu plusieurs expériences finalement qui ont fait que, bah, je sais pas, il y avait une partie de moi qui avait envie de s'exprimer. Ça a commencé à la fac où, lors d'un exercice, il y avait un exercice d'improvisation, on devait tirer un papier sur un film et raconter le film. Moi, je l'avais pas vu et du coup, j'étais un peu embêté et finalement le prof m'a dit: «Beh, est-ce que tu veux arrêter?» Et je sais pas pourquoi, j'ai dit: «Non, j'ai envie de continuer». Et après coup, en fait, c'est que je me sentais en sécurité, avec cette personne. Elle me mettait en sécurité, je voyais bien que j'allais pas être jugé, que c'était un jeu. Et donc tout a commencé par des jeux finalement et si c'était un jeu? Et puis après plus tard, j'ai commencé à, pareil, un peu par hasard, ma première conférence a été une conférence TEDx, bah, bon, bah, j'adorais les conférences TEDx, donc c'était pour moi un gros challenge, un gros défi. J'avais tout appris par cœur et puis j'ai rencontré un ami qui me dit: «On va faire des conférences». «OK, si tu veux». J'étais pas tout seul, donc c'était bien déjà, mais j'apprenais tout par cœur, il fallait que je contrôle tout. Et c'était assez désagréable, en fait, parce que quand j'avais fini la conférence, le premier sentiment que j'avais, c'était le soulagement. Alors même qu'il y avait une partie de moi qui avait envie, hein, mais il y avait une autre partie où soulagement. Et puis plus j'ai appris à réguler mon système nerveux, plus je lui ai finalement appris à, à voir ces situations-là, non pas comme dangereuses, mais comme un jeu, parce que moi j'adore jouer, comme quelque chose où je peux me rendre sécure. Bah, finalement, à force, aujourd'hui, je me sens plus sécure sur une scène qu'en dehors de la scène. Donc, sur scène, je m'oublie, en fait
Donc on parlait tout à l'heure de lâcher la grappe et finalement, je me rends compte que quand je suis sur scène, je suis pas là pour moi, je suis là pour les autres. Et je sais qu'il y a des gens qui vont pas, être contents, ils vont peut-être pas aimer, mais je m'occupe pas d'eux, je m'occupe de ceux à qui ça peut aider. Mais ça a été petit à petit. Il a fallu que j'apprenne, hein, souvent moi je dis: «C'est comme si je prends le petit Ludo, que je l'emmène sur la scène et je lui dis: "Bah, tu vas voir, ça va faire peur, mais bon regarde, il y a des gens qui sourient. Ah, ouais, cette personne elle bâille, elle s'ennuie peut-être, peut-être qu'elle est fatiguée", et je capte tous ces signaux-là, hein, même quand je suis en formation, hein. Du coup, d'ailleurs je joue avec, hein, quand il y a quelqu'un qui bâille juste devant moi, je dis: «Ça va, tu es fatigué? Tu veux qu'on» Jamais elle me dira: «Non, c'est chiant Ludo en fait ce que tu racontes». Et elle va toujours me dire: «Bah oui, je viens de loin», et en fait, j'habitue mon système nerveux à repérer ces signaux comme étant de la sécurité et pas des: «Oh, tu vu, lui, il s'ennuie. Oh, tu vu, lui, il t'écoute pas. Ah, tu vu», et plus je l'entraîne à changer l'histoire que lui peut se raconter par insécurité, et plus finalement, bah, ces signaux, je les capte plus parce que enfin, je les capte, mais je les laisse passer parce que c'est pas de l'insécurité. C'est bien que je me retrouve en sécurité sur la scène, et puis moi, j'adore faire rire. Avant, je me faisais rire que moi, parce que je racontais rien, il y avait que moi qui rigolais. Et j'adore me faire rire. D'ailleurs, je suis en train de voir peut-être pour créer un spectacle, voilà, donc c'est vraiment quelque chose, voilà, où je me dis: «Bah, j'ai envie de faire rire les gens», et donc voilà, à partir du moment où je suis sur scène et que je fais rire, bah, il peut pas m'arriver grand-chose, quoi. Mis à part, une personne à qui ça a pas plu, bah, elle a le droit, c'est OK. Je pars toujours du principe que, si une personne vient à un de mes séminaires et que ça ne lui plaît pas, bah, elle a le droit de se tromper, hein. Elle m'a acheté, mais elle s'est trompée. Pourquoi ça serait moi, hein, qui aurais fait un mauvais travail? Donc, à partir de là, voilà, on peut se raconter les histoires que l'on souhaite, et surtout les histoires qui nous permettent de nous sentir sécures pour parler devant les autres. Ouais. J'ai encore un gap à passer parce que toute la déconstruction mentale, ça fait des années que j'arrive à Ouais, comprendre tout ça. Non, ouais, l'ours ne va pas me manger. Et ça, en fait, tout est OK, mais tu sais, c'est vraiment mon corps. ouais, J'ai le cœur qui bat à 10 000 à l'heure, j'ai envie de vomir. Après, je sais bien, il y a énormément de personnes qui ouais. le racontent, ce trac. Là, quand tu dis: «C'est un moment où je suis bien», Ibrahim Malouf, là, je l'écoutais la semaine dernière en podcast, il dit: «C'est l'un des moments où je suis le mieux, c'est quand je suis sur scène, je suis moi-même». Là, tu dis ça et là, je suis bluffée parce que c'est Mais incroyable ce en step. fait, la pire des choses, c'est de vouloir enlever ce qui est désagréable. Hein, de se dire: «Bah, voilà, j'ai le cœur qui bat, j'ai envie de vomir», et de concevoir que ça ne doit pas exister, et plutôt que d'accompagner ce qui existe, tu vois? Parce que sinon on va considérer que, j'arriverai à parler en public, où je serai à l'aise quand mon cœur battra plus, quand j'aurai plus ces nausées, quand j'aurai plus ça. Non, on les a tous à des niveaux différents. Hein, je te dirai jamais: «Mais moi j'ai jamais le trac quand» si, bien sûr, après ça s'en va, mais il y a plein de signaux qui fait que ça revient le stress, puis ça repart et ça revient et ça repart, et en fait, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir se dire: «Tout ce qui arrive, c'est naturel», et à ce moment-là, nous, le but, c'est pour ça on utilise le mot «réguler». Hein, on ne prend pas des mots pour le système nerveux comme se débarrasser, enlever, remplacer. Non, réguler. C'est-à-dire que tout ce qui arrive, c'est des mécanismes naturels de notre physiologie, et comment on peut accompagner ce cœur qui bat très, très vite, et quitte à, en faire part aux gens. Si vous étiez à la place de mon cœur, vous sentirez qu'à ce moment-là, je sais pas, je suis pas loin de la crise cardiaque. De en fait, c'est de pouvoir utiliser ce qu'on appelle il y a un lien d'attachement. Je ne sais pas si tu connais les liens d'attachement. Dans les liens d'attachement, bah, il y en a un, c'est être le lien sécure, organisé et sécure. Eh bien, les maîtres mots qui sont derrière, c'est être vu et entendu. Finalement, notre système nerveux, il a besoin de ça, d'être vu et entendu dans sa manifestation. Et à partir du moment où on se dit: «Oh, j'ai les mains moites, il y a des sueurs et il faut pas que ça se voit», eh bien, je vais combattre contre mes propres mécanismes. Plutôt que de dire: «Tiens, j'ai les mains moites, j'ai des sueurs, j'ai le cœur qui bat, tiens, je vais vous accompagner». Et ça, c'est un travail qui se fait en dehors pour pouvoir être suffisamment à l'aise pour nous accompagner sur scène, quoi. Hein, donc déjà, parfois, il y a aussi ça, le manque d'entraînement finalement qui fait que quand j'arrive sur scène, c'est une situation à 10 sur 10, mais moi je me suis pas entraîné avant, donc à réguler mon système nerveux, donc il est pas à la hauteur. Mais plus j'entraîne mon système nerveux, plus il va être à la hauteur de mes peurs.
Et c'est vraiment ce qu'on apprend aux gens, hein, c'est d'avoir un système nerveux à la hauteur de nos peurs pour qu'ils puissent s'adapter, afin qu'on puisse avoir la capacité, eh bien, à pouvoir choisir différents comportements, différentes façons d'être pour s'adapter finalement à la situation. Ah merci! Merci parce qu'en fait, tu me fais un déclic là, sur le fait d'accueillir ce que je vis comme une Ouais. émotion et c'est d'accueillir ça et tu vois, ça fait 2 fois là que je suis dans un réseautage et je vois la semaine dernière des personnes que je connaissais pas, un nouveau groupe que j'ai rejoint et Ouais. la femme dit: «Bon, bah, on accueille Élodie qui va se présenter». Ouais. Là, je me liquéfie, j'ai mon cœur qui bat à 10 000 et en fait, c'est nouveau, mais maintenant je fais ça et je dis: «Écoutez, je suis très inconfortable, c'est très difficile». Mmh. Ouais. Mais je commence toujours comme ça maintenant, mais ça va hyper vite, je suis, Bah oui, c'est normal, ouais. et puis je le fais et je me dis: «Allez, 1 minute, 2 minutes, après ça va aller mieux» et il y a un moment où je lâche. Ouais, OK. Voilà. Il y a un Ouais, moment c'est où tu je sais, c'est le temps que, en fait, quand on est notre système nerveux fonctionne comme ça, qu'il a besoin de capter les signaux pour se sentir en sécurité. Donc il y a un temps de transition entre l'insécurité et la sécurité. Hein, c'est comme, tu parles avec quelqu'un, sans t'en rendre compte, lui, il va capter des signaux qui fait que peut-être des fois en 5 minutes, tu vas parler à quelqu'un comme si tu le connaissais depuis très longtemps, parce qu'il se sent tellement en sécurité que, bah, voilà, tu peux te sentir plus vulnérable, c'est OK, tu y vas. Alors que s'il capte des signaux d'insécurité, il aura des difficultés justement à te laisser aller dans un état, de connexion, de lien avec ce qui est et plutôt en mode, survie, toi, à te protéger. Je vais te partager une expérience qu'on a fait il y a la semaine dernière. On avait un événement, mon événement, il y avait 500 personnes et en fait, sans le dire, on avait envoyé un questionnaire avant à tout le public et sans leur dire, j'ai sélectionné 4 personnes dans le public qui voulaient faire des conférences, mais qui n'avaient jamais fait les conférences. L'événement, c'était samedi, dimanche. Samedi matin, on commençait à 9 heures. Je fais l'intro, mais à 9 h 30, j'appelle ces personnes-là sur scène et je leur dis: «J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. La mauvaise nouvelle, c'est que vous n'allez pas passer la journée avec nous aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que demain matin, à 9 h 30, vous allez faire une conférence de 5 minutes devant 500 personnes». Et du coup, toi, bah, tu que, voilà, ils se sont retrouvés en mode: «Ah, mais qu'est-ce qui se passe?» Et ils sont partis toute une journée avec un copain qui m'a formé, voilà, qui est formateur. Et le lendemain matin, à 9 h 30, elles sont passées 5 minutes de conférence. Ouais. Et ce qui était bien, c'est que finalement, elles nous ont dit: «Bah, c'est comme si on n'avait pas eu le choix, on n'a pas eu le temps de réfléchir. On y a été comme ça, il y avait une bonne ambiance, on se sentait en sécurité et je peux t'assurer que, bah, c'était 4 conférences incroyables, quoi». On avait l'impression qu'ils avaient fait ça toute leur vie, mais parce elles se sentaient en sécurité. Il y avait même donc, notre ami Martin Le Tulipe qui était là et il prenait des notes. Il me disait: «Mais elles sont géniales, quoi». Donc Martin qui est voilà, qui est un conférencier, international et du coup, c'est de se dire: «Mais tiens, on a ce potentiel, mais si on n'arrive pas à se mettre en sécurité, que ce soit à travers l'environnement, donc à l'extérieur ou à l'intérieur, bah, finalement, on n'aura jamais accès à ce potentiel parce qu'on sera toujours en mode survie à, justement, bah, croire que tout ce qui se passe là, qui me fait peur, bah, si ça arrive, c'est que, il faut que j'aille me cacher, il faut que je fuis ou ça va pas, c'est pas normal. Hein, tu sais, c'est pas normal d'avoir le cœur qui bat juste parce que je vais prendre la parole. Bah si, c'est normal, hein. Qui a dit que c'était pas normal? Donc je vais accompagner ça et puis tu verras que plus ça va et plus finalement le système nerveux s'habitue et plutôt que ça dure, 2 minutes, ça dure 1 minute et puis après ça dure 30 secondes. Mais par contre, ça existera toujours. Et moi, à chaque fois que je monte sur scène, j'ai le cœur qui bat plus vite. Heu, OK. mais je prépare toujours quelque chose qui fait rire les gens, pour accélérer le processus de sécurité et à partir du moment où je me sens suffisamment en sécurité, là, ouais, je suis très à l'aise sur scène. Ah oui, parce que je t'ai vu et je fais: «Waouh!» Ah Donc oui, mais oui, mais vraiment. ça demande une préparation parce je suis sûr que j'ai les mêmes pensées que toi. Ouais, mais ça se trouve, ça va être nul et tout, j'invite des grands conférenciers, donc je pourrais me comparer. Le dernier événement, j'ai fait intervenir, en fait, une humoriste avant moi, qui devait préparer la salle, mais en mode gourou, en mode mauvais coach gourou qui leur faisait faire n'importe quoi. Et moi, j'intervenais pour lui dire: «Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Mais ça va pas, non? Dans quel état tu me les mets?» Et donc on avait en plus créé un petit, voilà, un petit spectacle comme ça et puis après je reprends la main et puis je dois faire mon truc mais heu, donc le but, c'est de se dire: «Bah, voilà, on s'amuse, on est là. Qu'est-ce qu'on craint? Qu'est-ce qu'on redoute?» Le but, c'est de travailler là-dessus
mais pas pour que ça n'arrive pas, pour être à l'aise si jamais ça arrive. Et ça, c'est vraiment, moi, ce que j'ai vraiment appris et ce qui m'a énormément aidé, c'est que le but, c'est pas de faire en sorte que ce qui me fait peur, ça n'existe pas. Le but, c'est de faire en sorte que ce qui me fait peur, eh bien, je sois à l'aise quand ça arrive. Et quand je dis sois à l'aise, c'est que je sois suffisamment en sécurité. Et la sécurité, c'est pas que ça va pas arriver, c'est que tout peut arriver et que j'ai toujours mes capacités d'adaptation quand ça arrive. Et là, mon système nerveux, il me laissera en sécurité. Parce que je suis capable de fuir, de combattre, de me cacher ou de retrouver la sécurité, quoi qu'il se passe. Et ça, c'est pour moi la confiance, la véritable confiance. Parce que ça me permet non pas d'avancer sans avoir peur, mais d'avancer en disant tout peut arriver, mais peu importe ce qui arrive, finalement, bon, on va se débrouiller, on va y arriver, on va faire des choses, on va s'adapter et puis on va rester en lien avec soi-même et c'est ça qui crée, la confiance. Eh bah, merci beaucoup parce que là, en direct, moi, c'est le meilleur conseil que j'ai entendu et je peux te dire que j'ai lu des livres, j'ai écouté des sujets sur, la prise de parole en public, même les livres TED, tu sais? Et Ouais, bien ouais, sûr, ouais. c'est ouais, merci, infiniment pour ce partage. Avec plaisir. Alors, petite question, je vais te demander la théorie polyvagale et le nerf vague pour les nuls. Ouais, Est-ce que tu peux expliquer? Voilà, on va dire que là, ouais, il y a une personne qui t'écoute et qui se disent: «C'est quoi?» ouais. Donc, en fait, la théorie polyvagale, déjà, il faut se dire, c'est notre système nerveux autonome. Notre système nerveux autonome, c'est un ensemble de nerfs qui relie le corps le corps au cerveau et tous nos organes au cerveau. Et son rôle, c'est de pouvoir réguler le corps pour qu'il soit toujours en équilibre afin de vivre le plus longtemps possible. Donc, il va réguler le corps à travers ce qui se passe à l'intérieur. Donc, par exemple, je sais pas, si je mange beaucoup de sucre, il va réguler la glycémie. Donc, il va envoyer des informations au cerveau, à des organes, pour pouvoir réguler et hop, revenir à un état d'équilibre qu'on appelle homéostasie. Donc, lui, le but, c'est qu'il y ait une homéostasie dans le corps. Notre rythme cardiaque bat plus rapidement. Il faut trouver quelque chose qui diminue pour qu'on puisse avoir un rythme cardiaque qui nous permette de vivre le plus longtemps possible. La température à l'extérieur augmente, on a chaud, il faut trouver des moyens, que ce soit nous, notre corps, ou aller chercher, je sais pas, de l'eau, de la fraîcheur, pour réguler notre température, toujours pareil, pour se maintenir en mode vie le plus longtemps possible. Donc en fait, il va se demander en permanence, suis-je en sécurité? À l'intérieur, à l'extérieur et dans mes relations. Parce qu'il y a pas seulement la survie de mon corps, mais il y a aussi, dans ma survie, j'ai besoin des autres. Hein, c'est-à-dire qu'on est des êtres sociaux et du coup, tout seul, et les études le montrent, hein, si je reste trop longtemps tout seul, je peux péter les plombs, je peux être fou. Donc on a besoin d'être, entouré, d'être encadré et donc le lien aux autres est important. Donc si je me sens rejeté par quelqu'un, ça va générer de l'insécurité chez moi. Hein, ce qui peut amener des gens à vouloir toujours faire plaisir aux autres, par exemple. Hein, parce qu'ils sont, drivés par, leur système nerveux qui dit: Si quelqu'un ne t'aime pas, tu vas mourir». Oui, Donc oui, je vois. donc c'est normal. Donc ça, c'est notre système nerveux autonome et dans ce système nerveux autonome, il y a 2 branches. Une branche qui est un peu l'accélérateur pour, booster le corps et une branche qui est un peu le frein pour revenir au calme, tranquille, c'est fini. L'accélérateur, on appelle ça le système sympathique, hein, qui va nous amener, bah, justement à stimuler le corps pour se mettre en action et en stimulant le corps, quand on est en insécurité, il va nous amener à fuir ou combattre, hein. Donc il va dire: «OK, si je suis en insécurité, est-ce que je peux fuir ou combattre?» Alors combattre, c'est pas, on va pas combattre, on va pas être agressif envers les gens, mais on va faire des efforts, tu vois? On va se forcer, hein, c'est toute la dépense d'énergie qu'on va faire pour arriver à nos objectifs, par exemple. Et puis la fuite, ça va être plutôt l'évitement. Si je peux éviter mes problèmes, si je peux éviter des choses qui me font peur, hein. Donc on peut aussi être, ouais, dans ce mode d'évitement. Donc ça, c'est le système sympathique qui va nous activer pour fuir ou combattre. Et de l'autre côté, l'autre branche, le frein, c'est notre système parasympathique dans lequel il y a le nerf vague. Et donc le nerf vague, lui, c'est un peu, notre frein qui va nous ramener au repos, hein. Comme si finalement, il signale qu'il y a plus de danger, c'est bon, on peut revenir au calme. Sauf que si ce nerf vague il est pas entraîné, eh bien, on se retrouve soit en mode stimulation permanente et en hypervigilance et à tout le temps courir partout et du coup à nous mettre en danger parce que, bah, on dépense trop d'énergie. Ou alors, eh bien, il y a une partie du nerf vague qui lui va complètement nous inhiber et du coup, s'il y a un très, très, très grand danger, on va aller se cacher. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le vagal dorsal, une partie du nerf vague qui, lui, n'est pas là pour nous mettre au repos, mais au contraire nous cacher complètement pour pas qu'on bouge si jamais il y a un grand danger.
Mais lui, c'est pareil. Du coup, on a du mal à en sortir pour retourner au calme, dans le lien, la sécurité. Si bien que la régulation du système nerveux, c'est de pouvoir à la fois entraîner notre nerf vague pour retrouver plus cette capacité à revenir au calme, et en même temps entraîner les autres états pour rendre notre mécanisme flexible afin de passer d'un état à un autre, parce que chaque jour, on passe des milliers de fois par tous nos états, sans s'en rendre compte, hein. Et finalement, si on n'a pas la capacité de revenir au calme régulièrement, physiologiquement, hein, eh bien, on a tendance justement à créer une physiologie d'insécurité. Et comme notre physiologie conditionne notre psychologie, eh ben, toutes ces informations-là qui remontent au cerveau vont nous faire croire qu'on vit dans un monde insécure, par exemple, qui va générer toutes nos peurs. Donc on va, depuis tout petit, hein, grandir avec ces peurs-là, qui sont uniquement des illustrations de nos expériences qu'on a déterminées comme insécures. Tu parlais de parler en public, insécure. Attention, c'est dangereux ça. Alors qu'on sait qu'on va pas mourir, hein, psychologiquement, on sait. Mais lui, il dit: «Non, mais ça fait peur». Hein, il y en a d'autres, ça va être, je sais pas, la peur d'être visible sur les réseaux, par exemple. Hein, alors que, bah, tu es chez toi, tu as pas peur d'être visible. Sauf que être visible, tu as peur du jugement. Le jugement, s'il y a quelqu'un qui te juge, tu vas peut-être vivre la honte ou la déception, et dans ce mécanisme-là, tu sais pas revenir au calme, tranquille, en disant: «Bah, c'est vrai, les gens ont le droit d'avoir leur avis. Non, il faut absolument que j'évite ça». Donc je vais me retrouver à, finalement vivre en mode survie, à éviter ce qui me fait peur, à éviter ce que je redoute, et du coup mon nerf vague notamment qui est au calme, bah, il se retrouvera très rarement, stimulé, et du coup je me retrouve dans un monde où je vis plutôt en mode survie, plutôt que ce mode de vie dans lequel, eh bien, je peux faire ce que j'ai envie de faire. C'est fou parce que, j'ai lu, ton livre, je l'ai il y a quelques années que tu m'avais Ouais. envoyé. Je trouve le sujet, fascinant, passionnant, et il y a pas longtemps dans un podcast, de Métamorphose, il y Ouais. avait le psychiatre David Gourion qui parlait donc du sujet de la dépression, de la Mmh. santé mentale et qui disait qu'on pouvait agir sur certains patients par rapport à leurs nerfs vagues. Ouais. Donc je fais connexion avec toi et j'ai dit: «Ah ouais, mais c'est enfin, c'est énorme en fait ce sujet. Ouais. C'est Oui, parce incroyable». que, en fait, ça porte bien son nom, hein, dépression, c'est, hein, par rapport à la surpression, on pourrait dire, hein, dans, la vigilance, l'hypervigilance, l'hyperactivité, finalement, ça concerne, bah, toute la dépression, c'est juste un état de ce qu'on appelle le vagal dorsal, dans ce que j'ai appris tout à l'heure. C'est comme si notre système nerveux considérait que la meilleure façon de vivre le plus longtemps possible, c'était justement de nous inhiber. Et on se retrouve dans cet état, dépressif, hein. Donc c'est un état dans lequel on a l'impression qu'on n'a pas d'énergie, on n'est pas connecté aux autres, on a le préfrontal qui est déconnecté aussi, on a du mal à raisonner, à penser, et tout ça finalement, c'est un mécanisme physiologique pour nous permettre de vivre. Donc c'est quand même particulier de se dire: «Il y a un mécanisme de protection qui est là pour nous permettre de vivre le plus longtemps possible». Mais finalement, quand on le vit, on a l'impression qu'on ne vit pas, quoi, qu'on est en mode survie, et en effet, hein, à ce moment-là, on est vraiment dans ce mode-là survie où, le moindre effort est difficile. Justement, voilà, la difficulté de demander de l'aide, d'entrer en lien avec les autres, ouais, on n'a pas d'énergie, alors que c'est pas qu'on n'a pas d'énergie, c'est qu'on préserve, enfin, notre système nerveux préserve notre énergie. Et du coup, on se retrouve, bah, dans cet état-là à s'observer des fois comme un spectateur, comme un fantôme, où, on ne sait pas trop quoi faire, et c'est pour ça que, bah, les remèdes qu'on nous donne, c'est des médicaments, mais, qui sont là, qui agissent sur notre physiologie, mais, qui nous aident pas forcément. Donc, tout ce qui est antidépresseur, ça va activer notre système sympathique, hein, pour pouvoir, tu sais, je te parlais de l'accélérateur et le frein. Voilà, je suis à l'arrêt. Bon allez, écoute, je vais t'aider un peu à accélérer, et puis, ça va te faire avancer. Mais ça ne va pas nous permettre de comprendre pourquoi notre système nerveux fait ça, hein. Pourquoi à un moment donné, il a fait ça? Et la plupart du temps, c'est lié justement à ce qu'on appelle des fois une charge mentale, mais nous on appelle ça une charge nerveuse, qui est trop important, si bien que, on a un peu trop appuyé sur l'accélérateur, que ce soit en termes de dépenses d'énergie, ou que ce soit, par rapport aux autres, à vouloir tout le temps aider les autres, à vouloir tout le temps être aimé, et cetera. Ce qui fait qu'à un moment donné, notre système nerveux, lui, il estime qu'on n'a plus assez d'énergie pour notre vitalité, hein, pour que notre corps fonctionne. Et c'est un peu comme le burn-out où il va dire: «Stop, on Mmh. arrête».
et finalement on trouve plus de sens. Mais tout ça, c'est juste les symptômes finalement d'un mécanisme de protection qui est omniprésent en nous. Et ce sujet, il est fondamental parce que tu parles des médicaments, ils sont intéressants comme une béquille, Ouais, heu, vraiment c'est intéressant. Après moi j'ai vu l'exemple de, 40 ans, 50 ans de médicaments. Là non, c'est plus du tout ouais. une béquille. Donc ça aurait c'est sûr Exactement, que ça 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 l'est doit plus. contribuer à la régulation, c'est-à-dire comme tu dis, voilà, c'est comme un café qui nous réveille le matin, mais on va pas, enfin, bah, des fois, il y en a qui boivent du café constamment, mais tu vois, c'est pas ça qui doit nous permettre de nous sentir mieux, ça doit nous aider. C'est comme, comme tu Une parlais aide, d'une béquille ou c'est voilà, c'est ça. comme si on te poussait un petit peu et après c'est normalement, ça devrait être à nous de mettre Oui, mais comme on comprend pas, ce qui se passe à l'intérieur, bah, c'est compliqué parce que, on a l'impression que ce qui se passe, c'est pas normal. Et obligatoirement, on va combattre ses propres mécanismes. Donc ça vient renforcer, eh bien, notre incompréhension, notre estime de nous-mêmes, notre relation à nous et finalement, si on ne nous dit pas que, c'est complètement normal ce qui arrive et voilà ce qui se passe à l'intérieur et voilà pourquoi ça se passe et ça a rien à voir avec nous, avec notre identité, hein. Donc bah, à partir de là, on peut commencer petit à petit. On appelle ça aussi un mécanisme de titration, qu'on peut voir en chimie, hein. La titration en chimie, c'est, tu sais, les petites gouttes qui tombent et puis à un moment donné, tu as une goutte, hop, ça fait changer la couleur, du produit dans lequel les gouttes tombent. Bah, là, c'est pareil, c'est petit à petit et puis à un moment donné, le système nerveux, hop, il peut reprendre, son allure, hein. Un peu comme une boule de neige, c'est qu'on pousse un peu et puis à un moment donné, hop, c'est reparti, ça recommence à rouler. Mais obligatoirement, il faut prendre en considération, la sécurité de la personne et et la meilleure ressource que les gens peuvent avoir, c'est les autres, à ce moment-là. C'est mmh, quelqu'un en sécurité, quelqu'un en sécurité, en compassion, qui permet en fait au système nerveux de la personne, par exemple en dépression, de pouvoir être connecté à des systèmes nerveux sécures. Hein, c'est-à-dire qu'on appelle ça la corégulation. Ça se fait naturellement, c'est-à-dire que, si on discute et que tu te sens en sécurité et que moi aussi, c'est que nos 2 systèmes nerveux, bah, ont capté des signaux de sécurité entre nous et du coup, bah, on peut parler librement et donc nos systèmes nerveux ont besoin de systèmes nerveux sécures, donc des thérapeutes, des coachs, peu importe, des psys, sécures, avec un système nerveux sécure, qui ne sont pas là pour aider les gens à s'en sortir, qui sont là pour leur permettre d'être sécures le temps d'un instant afin de pouvoir petit à petit avancer avec, ce système nerveux qui redevient de plus en plus sécure. ouais, ce sujet, mais c'est un pilier, il est fondamental et ce que tu me disais, tout à l'heure, c'est que vous accompagnez des personnes à se former à ça? Ouais, Tu as des psys qui se forment, ouais, des psys, des médecins, des infirmiers, des c'est coachs, ça. des thérapeutes, tous les corps de métier de l'accompagnement, parce que pour moi, c'est la première ressource, hein. C'est qu'avant même que la personne, elle rentre dans ton cabinet ou chez toi, la première chose qu'elle doit ressentir, c'est la sécurité pour justement être en confiance, parler, des fois même, faire revenir des souvenirs, des choses, mais parce que on est suffisamment en sécurité pour que notre système nerveux nous le permette, hein. Des souvenirs enfouis que on ne sait pas pourquoi on avait tout d'un coup ça apparaît, parce qu'on est suffisamment en sécurité pour que ça apparaisse et c'est la première ressource. Nous on apprend, bien sûr, on a des outils, mais avant de donner des outils, il faut que notre client soit en sécurité. Parce que là, l'outil est efficace. L'outil est très, très efficace. Mais un outil qui veut changer quelque chose, un mécanisme de survie qui n'est pas en sécurité, le mécanisme de survie ne changera pas. Et ça peut marcher, ça peut faire une bouée, le temps d'un instant, mais la bouée va se dégonfler et quelques semaines, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, des fois après, bah, la personne dit: «Bon, bah, ça marche plus», ou elle va se dire, bah, même des fois quelques années après: «Je croyais que j'avais déjà travaillé ça». Hein mais du coup, elle se retrouve avec, des ressources qui ne sont plus, efficaces. Mmh. Tu vois, on a confondé une association, les Papillons du Cœur, pour aider les Ouais, personnes qui traversent des périodes vraiment, difficiles, dont la dépression. Ils sont en retour, et on les accompagne, ils sont 4 jours, en fait, dans la nature avec d'autres personnes et on travaille sur le mental, sur le corps, avec les sons et en fait, là, je suis en train de me dire: «Mais c'est ce livre-là que faut que j'offre, en fait, en début de séjour» ouais. et c'est un sujet qui est, il faut absolument qu'on en parle, absolument. Mais tu vois, tu parles de nature, bah, voilà, c'est idéal, la connexion à la nature elle juge pas, les animaux. Il y a tellement de thérapies aujourd'hui qui se font avec, les chevaux ou le cheval.
si son système nerveux, parce qu'ils ont un système nerveux aussi, hein, finalement, si le système nerveux du cheval est en sécurité, il y a des gens qui vont être là et qui vont sentir plein d'amour, plein de parce qu'en fait, par exemple, tout ce qui est l'amour, la compassion, eh bien, on peut le vivre que quand on est dans ce qu'on appelle un état de vagal ventral et c'est notre état de sécurité. Donc c'est le seul état dans lequel on peut véritablement vivre, ces sentiments, ces émotions. Et le fait d'être avec quelqu'un qui n'est pas là pour te sauver, t'en sortir, pour essayer de trouver des qui est juste là pour, t'accompagner dans ce que tu vis, mais pas dans ce qui lui, il aimerait que tu vives pour que ça change, eh bien rien que ça fait du bien au système nerveux, hein et des fois, c'est important aux gens de leur dire: «Je suis pas là pour te sauver, on va prendre son temps». Même si des fois les gens, ils voudraient que ça aille plus vite parce que c'est désagréable, hein, mais juste se dire: ben voilà comment on va s'y prendre et surtout moi, mon rôle, c'est pas de vouloir te sauver, c'est de pouvoir permettre à ton système nerveux de ensuite te permettre de, d'en sortir et puis de mettre des choses en place et cetera». Ah ouais, mais je te rejoins à 10 000 sur on n'est pas là pour sauver, c'est certain. Ouais, ouais. Et pour, terminer, parce qu'on va être sur la fin là déjà, ça passe trop vite. Par rapport à tout ce qu'on a entendu, moi je l'ai lu, le livre, mais est-ce que tu veux bien nous donner 2-3 conseils? Qu'est-ce qui permet de réguler nous-mêmes, en fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui est à notre portée de main? Ouais. Bah, il y a une méthode qu'on partage souvent qui est, comme ça c'est facile à retenir, qui s'appelle la méthode des 4 R. Comme ça, il y a 4 étapes. La première étape, ça va être de reconnaître finalement nos états. C'est-à-dire que si on sait pas ce qu'on vit, c'est compliqué. Et là, j'ai parlé de vagal ventral, de vagal dorsal, il y a le sympathique fuyant, le sympathique agressif. Du coup, bah, pouvoir reconnaître ces états, notamment à travers, ses émotions, ses pensées, ses sensations, ses comportements. Parce que chacun de ces 4 catégories appartiennent à un état, hein. Si je suis en colère, ça veut dire que je suis en train de faire l'expérience du sympathique agressif. Si je suis par exemple en mode victime, bah, si je suis mon corps est en train de faire l'expérience du vagal dorsal. Donc quand je suis en train de me dire: «De toute façon j'y arriverai jamais, ça sert à rien», c'est juste que je suis en vagal dorsal, hein. C'est juste que mon corps fait cette expérience-là et conditionne ma psychologie, mes comportements au fait que, bah, oui, c'est normal que j'y arrive pas parce qu'il y a un enjeu important qui fait que lui me dit: «Non, non, non, on n'y va pas». Et du coup, bah, comme mon cerveau veut donner du sens à ce que j'expérimente, bah, oui, il va dire: «Bah, c'est que je suis nul, quoi, c'est que» alors que c'est pas le cas, c'est juste que, mon système nerveux m'en empêche. Donc ça, c'est le premier, reconnaître et donc le but, c'est, que moi je partage, voilà, comment on arrive à reconnaître à travers ces types de pensées, de comportements. Le deuxième, c'est respecter. Respecter, ça veut pas dire qu'on va dire: «Bon, bah, OK, c'est comme ça». Non, on va dire: «Qu'est-ce que veut faire mon système nerveux et de quoi il veut me protéger?» C'est-à-dire que tout d'un coup, je me désidentifie de l'expérience et j'observe mon système nerveux en train de mettre ça en place et je respecte le fait qu'il veuille me protéger, même si c'est pas ce que je veux là, sur le moment, hein. Mais au moins, ça me permet de dire: «OK, je comprends que, je sais pas, le cœur qui bat, on en parlait tout à l'heure. Ah OK, cool, qu'est-ce qui se passe? Tiens, je passe en mode peut-être j'ai les jambes qui flageolent. Tiens, peut-être que mon système nerveux, il a envie de fuir parce qu'on va prendre la parole et ce qu'il aimerait, c'est qu'on fuit vite fait, comme ça, on est débarrassé de la situation. Tiens, je respecte que, bah, oui, il ait peur que je dise des bêtises, que, je sais pas, je sois ridicule, et ça, on n'est pas obligé de le faire sur le moment où ça arrive, mais après, hein, de revenir dessus. Troisième R, c'est R comme ressource. Du coup, comment, à travers ce moment-là, je vais pouvoir prendre des ressources comme la respiration, de la méditation, des choses qui viennent naturellement réguler notre système nerveux et c'est là où il y a le quatrième R qui est très important. Parce que souvent, on s'arrête là, on se dit: «Ah, ça va mieux». En attendant que ça revienne, en attendant à nouveau d'être confronté et là mince, pourtant je fais de la cohérence cardiaque, mais je comprends pas, ça marche pas. En fait, on oublie une étape qui est très importante, qui va être le R de revisiter. C'est-à-dire que quand je suis en état de vagal ventral, que j'ai fait ma cohérence cardiaque, c'est peut-être le moment d'aller voir ce qui me fait peur. Hein, parce que je suis dans le meilleur état, c'est un peu comme si j'avais allumé une lumière et que là je peux aller dans le tunnel, voir ce qui se passe et de dire: «Mais en fait, qu'est-ce que je redoute vraiment?» Tu sais, d'avoir une introspection pour pouvoir dire: «Qu'est-ce qui me fait vraiment peur?» Pour que je puisse être plus conscient finalement, parce que quand ça revient, reconnaître mon état, mais du coup, j'ai une meilleure conscience de ce qui se passe. Tiens, j'ai mon cœur qui bat. Ah ouais, c'est sûrement que j'ai peur que d'être ridicule et cetera. OK, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui m'a déjà, je sais pas, pointé du doigt ou qui est méchant ou je vais chercher les signaux? Bah non, ça ils ont l'air sympas les gens et tout de suite, toi, ça vient alimenter une nouvelle expérience et hop, à chaque fois, ça vient réalimenter une nouvelle expérience qui fait que petit à petit, eh bien, je revisite la situation
pour permettre à mon système nerveux, de comprendre que, bon, ça va, il y a finalement pas trop de danger. Donc le cœur bat un peu moins vite ou alors moins rapidement, c'est en période plus courte parce que j'ai une meilleure conscience de ce qui se passe. Et ces 4 étapes en boucle comme ça, en permanence, à travers plein de petites choses qui se passent dans la vie, eh bien, ça me permet de réguler mon système nerveux et de lui montrer que qu'est-ce qui est dangereux et ce qui ne l'est pas. Parce que ce que je vous ai dit au début, c'est sa fonction, c'est: «Suis-je en sécurité?» Il se pose en permanence la question. Donc si moi je lui montre, à travers tout ça, en étant plus en sécurité, en ayant meilleure conscience, pour lui dire: «Ah tu vois ces gens-là, c'est et si ça arrive, voilà ce qu'on fera» et bien ça lui permet, de se dire: «Est-ce que je suis en sécurité? Oui, un peu plus». Donc du coup, je vais avoir moins besoin de m'exprimer et de passer en mode survie. Mmh. Je repense, à un post de toi que j'ai vu, je sais plus quand, il y a 1 ou 2 ans. Dis-moi si je me trompe, est-ce que tu as fait un saut dans le vide? Oui, un saut Tu as élastique, pas ouais, alors que j'ai le vertige. Et tu disais que tu avais le vertige et que c'était ta Ouais. plus grande peur, non? Ouais, c'était vraiment, alors ça, c'est ce que j'ai fait pour, entraîner plus loin mon système nerveux, parce que du coup, dans mon quotidien, bon, ça allait, j'arrive à du coup, je dis: «Il faut que je trouve des trucs qui me font peur, quoi». Et le saut à l'élastique, c'est vraiment le vertige. J'habitais au 3e étage, j'allais jamais sur ma terrasse parce que j'avais peur de tomber. Et là, finalement, ça a été une super expérience parce que, mon système nerveux s'est dit: «Mais on va mourir, qu'est-ce qui se passe?» Et Mmh. j'ai pu justement, le rééduquer, c'est toujours moi l'adulte et mon système nerveux, c'est l'enfant. Donc il faut que je prenne le temps pour lui. Après lui, il va s'occuper de moi. Lui, il va me donner les ressources pour avancer, pour, me sentir en confiance, en sécurité. Mais là, voilà, il va me dire: «Mais bizarrement, tout le monde va sauter, toi, l'élastique va péter juste quand c'est toi, quoi». Tu sais, tu as tous les scénarios qui arrivent, c'est normal. Et en plus, si on peut prendre juste 3 minutes parce que, ça a été très challengeant, mon saut élastique, bizarrement, je pense que l'univers a dit: «OK, tu vas apprendre, on va t'apprendre». Non. Mais, parce que quand je suis arrivé, on saute par ordre de poids et donc il faut sauter les jeunes, eux: «Ouais, on y va», ils ont pas peur, ils sont dingues ces jeunes et puis, ils commencent à me mettre le harnais là, pour m'attacher, donc je sais que ça va être mon tour dans 2 passages. Les gens, ils sautent et là, tout d'un coup, il y a un des responsables qui reçoit un message parce qu'il y avait une tyrolienne dont il s'occupait plus loin. «Il y a un accident à la tyrolienne, il faut que tu viennes et tout». Donc la panique, il s'en va et il dit: «Ne faites pas sauter pendant que je suis pas là, je reviens» et c'était à moi de sauter. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'il va revenir et là, un quart d'heure, une demi-heure, 3/4 d'heure, on voit les pompiers qui arrivent, là, à 200 mètres pour la tyrolienne, on ne savait pas ce qui se passait, donc on imagine encore des trucs et là, on pose la question, mais il y a des moments où on ne saute pas, parce que c'est trop dangereux. Ils nous disent: «Quand il y a de l'orage et trop de vent» et là, bizarrement, il y a du vent qui arrive, l'orage, la pluie qui arrive, Non. mais à verse et on était tous sous les petites tentes là Non. et moi d'un côté je dis: «Bon, on va pas sauter quoi», et le responsable était toujours pas revenu. Il revient, 1 heure et quart après. Donc pendant 1 heure et quart, c'était à mon tour, mais entre le vent, après l'orage et tout, donc on saute pas, on saute, on saute pas, on saute, on saute pas et en fait, il est arrivé et l'orage était passé, il pleuvait encore beaucoup, il y avait un peu de vent et là il dit: «À qui le tour?» Et là, en fait, je suis passé en mode sympathique et agressif, tu vois? En disant: «Allez, à moi, c'est bon, j'en ai marre, j'y vais». Tu sais, c'est vraiment, là, tout d'un coup: «Ah, on s'en fout, ça me casse les couilles, je viens». Et sauf que, le vertige me rattrape, quoi. C'est au moment où je commence à monter les marches, c'était, tu sais, un viaduc, là, à monter les marches, à me mettre, les pieds dans le vide, genre je tiens les gars de chaque côté. Les gars, ils me disent: «Faut nous lâcher parce qu'on saute pas avec toi». Et en fait, là, j'étais vraiment en mode, je peux pas sauter, quoi, je suis pétrifié. Et du coup, je les lâche, je me mets vraiment, tu sais, droit et là, je prends une grande respiration et je sais pas pourquoi, toute la peur a disparu. Et la seule chose dont j'ai pensé, c'est: «Saute bien comme ça», parce qu'il y en a un qui avait mal sauté avant, il s'était fait engueuler. «Saute bien comme ça parce que tu vas te faire engueuler». C'est la seule chose dont j'ai pensé et j'ai fait mon saut, ça a été très vite et finalement je me suis dit: «Ouais, next, prochain» parce que, du coup, j'ai créé une nouvelle expérience à mon système nerveux qui a dit: «Bon, OK, on n'est pas mort, même si la prochaine fois, j'aurai à nouveau peur parce que, on ne sait pas ce qui va se passer». Mais voilà, ça a été une belle expérience parce que j'ai dû gérer pendant 1 heure et demie. On saute pas, mais on va pas sauter, il y a trop de pluie, et j'ai gardé la vidéo parce que je suis vraiment en mode, «Bon allez, on y va, on s'en fout». Il y a même une jeune qui me filme
et elle pose toujours des questions: «Alors, tu t'appelles comment? Ludovic, c'est un premier saut? Oui, comment ça se fait que tu es venu sauter?» Et je regarde mon beau-frère et on le voit dans la vidéo, je dis: «C'est mon connard de beau-frère qui m'a invité!» Et puis on voit mon beau-frère qui fait: derrière. Mais voilà, j'étais en mode: «Allez go, on y va, on s'en fout, Mais obligatoirement derrière ça te rattrape et il faut quand même que tu gères. Respiration, tranquille, qu'est-ce qui se passe? J'accompagnais mon système nerveux, tu vois, marche par marche et puis finalement, je sais pas s'il a abandonné parce qu'il se dit: «Tant pis, on va mourir» ou si ça allait, mais en tout cas, il m'a laissé sauter. Tu me racontes ça et ça me fait penser que j'ai été à Europa Park avec les Ouais, garçons et j'ai fait le plus haut, le OK. grand 8. Et Ouais, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis une trouillarde. ouais. Enfin, j'étais, on va dire, et que toute ma vie, c'était impossible ça. Même moi, de skier dans Ah des oui, pentes, OK. ouais, ouais, ça a été un challenge et ça a été hyper intéressant pour moi et tout ce que j'ai appris ces dernières années dans mes formations. Du coup, je l'ai appliqué, je l'ai appliqué, je l'ai Ouais, appliqué. Et là, je les emmène à Europa Park, je fais la queue avec eux. Et là, j'ai fait, Elodie, tu es obligée d'appliquer tout ce que tu as appris, tout. Et parce qu'en fait, je me suis dit, et tu sais, la montée, elle est abominable. ouais. J'ai compté le temps où tu Ouais, en montes. plus tu vois passer là, clac, 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 Non, mais clac. c'est abominable. Et en fait, je me disais, il y a que 2 solutions. Soit tu meurs, Ouais, parce que ton cœur va s'arrêter. ouais, Parce qu'en fait, c'était ça mon histoire que je me racontais avant, c'est tu OK, vas ouais. mourir. Soit tu respires et tu mets en pratique tout ce que tu as. Et donc, je l'ai fait, mais je suis arrivée en bas, je hurlais. Et les garçons m'ont dit, ça va, maman? Ouais, je refais pas. Ouais, c'est clair, ouais. Oh là 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 là. Alors sache que on parle du nerf vague, il y a un mécanisme qui empêchera ton cœur de s'arrêter. Oh, dis-moi ce que c'est. Le malaise vagal. Ah, C'est un mécanisme spécial. Justement, quand il y a le cœur qui commence à s'emballer, eh bien le système nerveux va couper tout. C'est pour ça qu'on perd connaissance. Enfin, on perd pas connaissance, mais on tombe un peu dans les pommes. Et c'est ce qu'on appelle le malaise vagal qui est là pour protéger le cœur d'une suractivation qui peut être d'ordre émotionnel ou de choses voilà, qui peuvent arriver. Et qui fait que s'il y a un grand danger, notamment par rapport au cœur, il va couper justement ce système sympathique qui active trop le cœur pour te mettre dans ce vagal dorsal là qui est donc tu mourras pas, tu seras dans les pommes, mais tu mourras pas. oh, merci, ça c'était le mot de la fin. En fait, je viens d'apprendre quelque chose. J'adore. Mais donc, en fait, je ne serai pas morte. J'ai Non, cru que j'allais mourir. non, tu vas juste tomber dans les pommes. Oui, c'est parfait. Ah, tu vois, maintenant, je vais me sécuriser quand je vais Voilà, monter. c'est une étape, inférieure, toi. C'est bon, je vais pas mourir, je vais que tomber dans les pommes si C'est jamais. ça. Ouais. Voilà, le mot de la fin. Bon, écoute, merci beaucoup. Bah, avec S'il y a des plaisir. personnes qui veulent en savoir plus, du coup, elles peuvent aller sur ton compte Instagram. Ouais, Il y a tes 3 livres. ouais, Les personnes peuvent se former, ouais. médical ou accompagnement autre. Est-ce que tu as autre chose à ajouter par rapport à ta palette? Non, on va proposer là prochainement, ouais, des mini-programmes aussi pour que les gens puissent s'entraîner à travers des contextes particuliers, que ce soit plus, par exemple, le stress, l'anxiété ou la difficulté comme les timides, les réservés ou des personnes qui subissent leurs relations ou qui justement, voilà, qui sont un peu en manque d'énergie et qui n'arrivent pas, voilà, à vraiment avoir de la vitalité, dans la vie. Donc on fera des mini-programmes pour que les gens puissent, au moins avoir connaissance, quelques outils pour s'entraîner. Parce qu'après, c'est vraiment un entraînement de tous les jours qu'on met en place. Donc ça viendra, ouais, courant été pour la rentrée, ouais. Est-ce que tu vas faire un mini programme prise de parole en public? Je sais pas si j'ai des demandes, pourquoi pas? Mais après oui, on n'a pas forcément ce programme-là spécifique, Oui. mais par contre, en s'entraînant à réguler son système nerveux, c'est sûr que, tu pourras l'appliquer au moment où ça arrive et ne serait-ce que la prochaine fois, comme je te disais, juste dire, plutôt que, bah, «J'espère que ça va aller», de dire: «Non, ça va pas aller» et que, au moment où mon cœur va battre plus vite, au moment est-ce que je serai avec moi ou est-ce que je serai pas là? Et le but, c'est ça, je dis: «Voilà, je vais accompagner ce petit cœur qui bat trop vite, je vais accompagner, toutes les réactions physiologiques pour que, bah, finalement, très rapidement, notre système nerveux se dise: «Bon, bah, ça va, il y a pas de danger». OK, donc arrêtons, tout ce blabla, il faut passer à l'action et faire. Ouais, c'est ça. En Juste, fait, à un moment, faut faire. ouais, non, mais après, c'est ça, c'est pour ça que je parlais des 4 conférencières là qui en le temps d'un week-end ont fait leur première conférence, mais à la fin, elles m'ont dit: «Mais on sait pas ce qui s'est passé, quoi». C'est comme si on avait pris un train et le temps était passé et finalement on l'a fait. Et maintenant qu'on l'a fait,
Tu sais, il y a cette phrase qui dit: «Plus de peur que de mal», Oui, hein et finalement, bah, c'était que de la peur, il y avait rien de mal et là, du coup, c'est, bah, carrément, j'ai envie d'y retourner, quoi. Toutes, elles nous le disaient, «J'ai envie d'y retourner». c'est fantastique. Oh! Et bah, écoute, juste pour conclure quand même, ton dernier livre qui s'appelle, «Quand on peut, Ouais, on veut», donc grande félicitations pour ce titre parce merci, qu'il ouais. est extraordinaire en fait, il veut et c'est super, ça résume ce qu'on essaye de passer depuis des années là dans nos accompagnements. Si tu veux dire juste un dernier mot sur ça? Ouais, c'est un livre, voilà, pour toutes les personnes justement qui, malgré tous les messages qu'on leur dit, «Mais tu vas y arriver, va le faire, vas-y, il en faut plus de motivation, plus de ceci, plus de cela», qui induit finalement que je suis pas assez. Bah, le but, c'est de comprendre que quand je peux, c'est-à-dire quand je permets à ma physiologie de pouvoir m'accompagner dans mes projets, eh bien, généralement, bah, je veux déjà et puis en plus je veux plus grand parce que du coup ça me permet de pas me limiter et de me dire: «Bah, si j'arrive à faire ça, pourquoi pas faire plus?» Et plutôt que dès le départ de rêver mais finalement de pas avoir la physiologie qui nous accompagne. Donc d'abord se préparer, c'est comme faire son sac à dos, hein, voilà, c'est ma physiologie, c'est mon sac à dos. Je vais préparer ma physiologie à pouvoir et à partir de là, bah, il y a plein de surprises qui vont arriver parce que, bah, j'oserai plein de choses. Mmh. Mais vraiment merci pour ça, et pour, tout ce que tu transmets. Je trouve que c'est tellement des beaux messages pour les personnes et merci vraiment. Bah, avec grand plaisir, merci à toi. À bientôt. À bientôt. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a inspiré autant qu'il m'a touché. Pour en savoir plus sur ce podcast, sur mes invités ou sur le bilan de vie, rendez-vous sur méthode-cohérence.com. Et si vous connaissez des personnes qui vivent pleinement alignées avec elles-mêmes et que vous aimeriez entendre ici, je serais ravie de recevoir vos suggestions. Vous pouvez me les envoyer directement sur Instagram ou LinkedIn sur mon compte Elodie Bardot. Si ce podcast vous parle, vous inspire, vous fait du bien, alors vous pouvez nous aider à le faire connaître en le partageant autour de vous, en laissant une note, un commentaire ou simplement en parlant à une personne que cela pourrait toucher. C'est grâce à vous et à ce bouche à oreille précieux qu'Antinomique pourra continuer à vivre longtemps et à toucher encore plus de belles personnes en chemin. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et que votre journée soit lumineuse et alignée. Et bien sûr, retrouvez Antinomique sur toutes les plateformes de podcast habituelles.